pourquoi en fait on s'intéresse, je risque de répéter des choses qui sont déjà dites, mais l'idée en fait c'est justement de comprendre cette notion d'oxydabilité. Quels sont les vins qui vont s'oxyder de manière plus facile, qui vont avancer de ces phénomènes d'oxydation de manière plus rapide. Et donc quels sont finalement les vins où on peut apporter plus ou moins d'oxygène pour atteindre un objectif produit qu'on s'est donné en tant que vinificateur. Et justement, la variabilité qu'il existe autour de vins, je reprends dans le concept qui a été exprimé avant, le déterminisme oxydatif qui existe sur une gamme de vins, c'est différent. Donc justement, le défi et le challenge, ça devient d'être capable de discriminer les vins qui sont ces caractéristiques différentes, voire de prédire, comme disait avant, la capacité des vins de réagir au type de conséquences de cette réaction. Voilà. D'accord, donc pourquoi on se pose dans le cas des vins blancs, pourquoi on se pose ce problème? Justement parce qu'on a souvent des problèmes d'oxydation prématurée, des phénomènes d'oxydation trop rapides, des manques de durée de vie en bouteille dans les vins blancs. Mais pareil à ça qu'on a dit avant dans le cas des vins rouges, on a aussi un intérêt à que l'évolution d'un vin soit correcte, soit propre, ça permet d'arriver au consommateur au moment de son expression optimale. Ça qu'on observe dans certains cas quand on apporte de l'oxygène, on observe aussi des vins qui ne bougent pas trop, donc des vins qui semblent plus résistants de manière pas trop intéressés à réagir avec l'oxygène, mais on observe aussi des vins qui morbitent trop loin, et donc des vins où on a besoin vraiment de piloter les choses de manière très ciblée, parce que sinon on risque d'aller dans le phénomène d'oxydation, comme on disait avant. Donc pratiquement, nous on peut faire quel type d'observation, soit au laboratoire, soit à la cave. On peut faire des observations physiochimiques pour dire il y a des vins qui consomment l'oxygène très vite. Ça on peut le faire, après on ne connaît pas forcément les conséquences de ça. Donc on se dit voilà, ce sont des vins très gourmands en oxygène, comme nous avons des vins qui avancent très vite dans leur capacité de bouffer l'oxygène, mais pratiquement, quelles conséquences il y a. Après, on peut aussi dire que chaque fois qu'on a une oxydation, comme on a vu avant avec les courbes de potentiel redox, les titrations redox, il y aura une perte des composants oxydables. Donc les couples redox vont basculer vers l'état oxydé. Et donc justement, on a une perte. Ça, on peut le faire aussi comme observation, mais pas forcément on est capable de relier ça aux conséquences pratiques dans la qualité du vin, par exemple, l'expression aromatique, la couleur, tout ça. Après, on fait des observations aussi en termes de qualité. Donc, on peut dire, voilà, il y a des indicateurs de qualité, et chacun a ses indicateurs, et ça bouge aussi par rapport à l'apport d'oxygène. Donc, quand on a l'oxygène loin, on crée des évolutions de ce type-là. On stabilise, on reste oxydé, et on peut aussi avoir des variations du profil aromatique qui peuvent nous intéresser, parce qu'il y a justement des phénomènes qui nous intéressent, la stabilisation dont on a parlé avant, aussi l'élimination de certaines ménobères de réduction qui peut être nuisante dans certains cas, l'expression du caractère fouetté qui peut devenir plus rond, plus intéressant avec des apports d'oxygène, mais on a toujours le risque d'un retournant, comme disait avant, de tomber dans des états trop oxydés du vin, et donc vraiment négatif pour la qualité. Et du niveau pratique, comme je disais avant, tous ces facteurs sont très variables d'un vin à l'autre, donc ça nous pose des vrais défis en termes de maîtriser tout ça et comprendre pourquoi il existe cette différence. Là, vous voyez par exemple sur 5 vins du commerce, des vins blancs du commerce, la vitesse de consommation d'oxygène, et vous voyez que c'est énormément variable, soit en termes de vitesse d'ensemble, soit le type de profil qu'on obtient, c'est vraiment variable. On n'est pas dans des variabilités liées au cépage, parce que vous voyez, il y a 2 chardonnays qui bougent de manière très différente, des sauvignons aussi. Pareil, la perte en antioxydante dont je parlais avant, là on voit par exemple la différence en perte de SO2 libre par milligramme d'oxygène consommé. Dans un cas d'un expériment, on a donné 5 mg par litre à l'oxygène vivant, donc le vin a consommé les 5 mg par litre. Combien de SO2 il a perdu pour milligramme d'oxygène consommé? Vous voyez que ça c'est très variable aussi. Et pareil, l'augmentation d'absorbance à 420 pour la même dose d'oxygène, ça peut être très variable selon le vin. Donc justement, tout ça, on revient sur cette complexité qu'il existe d'un vin à l'autre, cette variabilité qu'il existe. Pratiquement, on peut se poser des questions, on peut les faire compliquer, comme on disait avant. Qu'est-ce qui se passe dans un vin? Voilà. Quel phénomène oxydatif il se passe? Il y en a énormément différents. On peut les simplifier en disant que l'oxygène peut être activé en présence de métaux qui justement peut réagir avec des catéchols, donc des phénols plus simples, structurellement plus petits, pour former des quinones qui après ils déclenchent toute une série de phénomènes d'oxydation, notamment la réaction de Fenton après à travers la formation des radicaux, mais aussi d'un point de vue plus pratique, la capacité de ces composants, les polyphénols oxydés, de réagir avec toute une série d'autres composants qui sont présents dans le vin, qui jouent un rôle au niveau sensoriel et au niveau technologique, si on veut.
Donc réaction avec le composé aromatique soufré, donc perte de fraîcheur dans les cas des soulignons blancs, par exemple des arômes thiolés, mais aussi en même temps élimination d'arômes de réduction, sont comme des thiols. Ou justement formation des composés aromatiques d'oxydation à travers la réaction avec des acides aminés, ou la réaction, tout ça qui a à voir avec la structure et donc la modulation de la structure de l'astringence. Donc toutes ces complexités, on peut essayer de la schématiser de cette manière-là. Et après, justement, on rajoute une couche de complexité parce qu'on a aussi des antioxydants exogènes qu'on peut rajouter donc pour donner une couche de protection vis-à-vis de l'oxydation. Donc des autres composants qui vont interagir à ce niveau-là en bloquant pratiquement des quinones, en bloquant les mécanismes qui peuvent déterminer leur activité dans le milieu du vin. Au même temps, on peut se poser la question, s'il y a une catalyse de métaux, de fer dans ces cas-là, est-ce que ça joue un rôle? Est-ce que les vins qui ont plus de fer, bien sûr, les vins qui ont énormément plus de fer, ils vont s'oxyder plus vite, mais dans des doses de fer plus faibles, est-ce que ça joue un rôle ou pas? On peut aussi se poser la question, s'il y a plus de polyphénol très réactifs, est-ce que ça joue un rôle dans l'oxydation? Non, s'il n'y a plus de substrat, justement, à la plus de réaction. Dans quelle mesure ça joue un rôle? Toutes ces formations de ces radicaux-là, est-ce que ça joue un rôle aussi? Est-ce qu'on peut la prévenir? Est-ce qu'on peut interférer avec ces phénomènes-là? Et finalement, la présence des polyphénols qui peut réagir avec les premiers polyphénols oxydés dans le vin, est-ce que ça joue un rôle aussi? Est-ce qu'on peut moduler ces phénomènes d'oxydation à travers la mesure de tout ça? Donc justement, on a toute une série de réflexions qu'on peut faire à ce niveau-là. Les polyphénols facilement oxydables, donc, qui vont former les quinones, justement, en termes des raisins, a priori. Donc on peut faire des considérations pratiques au niveau de sélectionner des parcelles qui vont donner des vins avec une oxydabilité plus ou moins différente. Est-ce que ça peut apporter? Est-ce que si c'est vrai, est-ce qu'on arrive à le contrôler pratiquement? Est-ce qu'on arrive à faire facilement une sélection parcellaire à ce niveau-là? On peut gérer l'hyperoxygénation, comme on disait avant, des vins qui sont très très protégés par l'oxygène vont être plus oxydables. Et alors on peut donner des doses d'oxygène maîtrisées, mais de quelle manière on arrive pratiquement à maîtriser ces apports d'oxygène du point de vue de ça qu'on élimine vraiment dans le vin. On peut faire aussi des collages de manière plus ou moins maîtrisée, des élevages sur lit, comme on disait avant, on peut réfléchir à beaucoup de choses. Comme je disais avant, réflexion sur l'état des taux de métaux, et aussi la gestion des antioxydants exogènes, tout ça qu'on peut rajouter en termes d'ascorbate, de CO2, mais aussi des antioxydants exogènes. Donc on commence à avoir énormément de facteurs qu'on peut imaginer de gérer, mais qui pratiquement, ce n'est pas forcément évident, on arrive à gérer de manière faisable. Pourquoi? Parce que pratiquement, on ne peut pas se mettre à faire forcément toutes ces analyses-là tous les jours, surtout dans un suivi, et c'était bien quelque chose de vraiment complexe, soit au niveau pratique, soit au niveau de l'interprétation des résultats. On n'a pas de temps, on n'a pas l'argent, on doit faire des analyses, même au laboratoire, c'est pas évident qu'on arrive à caractériser cette démarche de manière analytique avec les analyses classiques, avec une approche classique. Et souvent, on a accumulé énormément de données sans être capable d'arriver vraiment à une interprétation qui nous parle en tant que chercheur, et après, transférer cette interprétation dans la pratique des viticulteurs, des vignerons, c'est pas du tout évident. Donc on se demande, voilà, si tout ce phénomène complexe il existe, ça vaut le coup peut-être d'essayer d'avoir des approches analytiques qui nous permettent d'étudier les phénomènes dans leur ensemble. S'il existe toutes ces interactions, ces modulations, toutes ces réactions qui sont en compétition les uns avec les autres, est-ce qu'on peut essayer de caractériser l'ensemble de tout ça de manière analytique, donc de manière objective? Peut-être, c'est la question qu'on s'est posée. Et on travaille un peu là-dessus en faisant une réflexion. Quand on oxyde, justement, on crée des phénomènes, des transferts d'électrons. Donc si on est capable de catalyser ces phénomènes de manière gérable pratiquement, et après de mesurer ce qui se passe là-dedans, on a peut-être un outil. Donc c'est ça qu'on fait typiquement dans des méthodes d'analyse électrochimique. Donc en sachant aussi que l'oxydation des différents composants oxydables qui existent là-dedans va arriver à certains potentiels redox, des potentiels d'oxydation spécifiques, on peut imaginer d'obtenir un fingerprint électrochimique, donc une empreinte digitale électrochimique qui comprend tous les composants oxydables qui sont présents là-dedans, dans le milieu où toutes ces réactions d'oxydation se passent. Donc on obtient clairement ce qu'on appelle un fingerprint, donc une courbe, un profil relativement complexe, mais ça correspond à toute une série de phénomènes oxydatifs qui se passent là-dedans. Donc ça, c'est pas nous qu'on l'a inventé, ça existe depuis longtemps, c'est ça qu'on appelle souvent de la voltammétrie, donc c'est des méthodes classiques d'analyse des composants oxydables, ça s'applique beaucoup dans les analyses chimiques, surtout dans la biochimie, pour faire des suivis de réactions chimiques. Dans le cas des vins, ça existe depuis longtemps,
Mais ça pose des problèmes pratiques souvent, parce que les électrodes qu'on utilise dans de la voltammétrie classique, quand on applique un potentiel, on détermine ces oxydations, on a des phénomènes de précipitation à la surface de l'électrode. Donc, ils ont besoin quand même d'un nettoyage plutôt systématique de l'électrode d'un échantillon à l'autre pour être capable de faire une mesure correcte. Vous voyez là vous voyez une courbe obtenue par voltammétrie sur un échantillon riche en polyphénol, la courbe noire. Et prochain échantillon, la courbe grise, vous voyez, après l'analyse d'un premier échantillon, la capacité du système de détecter qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ça devient beaucoup moins efficace. Donc il faut le renettoyer pour le réamener à son signal d'origine. Donc au niveau pratique, au niveau laboratoire, on peut s'imaginer encore de le faire, au niveau pratique, c'est moins évident. Alors on a profité des technologies qui existent aujourd'hui sur le marché, en termes surtout d'analyse clinique, notamment il y a des personnes aujourd'hui qui prennent un petit échantillon de sang, une petite goutte de sang tous les jours pour mesurer le taux de glucose s'ils ont des problèmes de diabète. Et ça, ils font sur des bandelettes, ce sont des électrodes pratiquement électrochimiques, qui peuvent mesurer rapidement la concentration de glucose dans le sang. Donc on a essayé de condenser un électrode classique d'électrochimie sur un format comme ça. Donc on a fait des électrodes pratiquement jetables. Donc l'électrode qu'après chaque analyse on le jette, on va prendre l'électrode frais, elle nous permet d'avancer. Et on a créé à côté un petit outil qui nous permet de travailler dans une gamme de potentiels qu'on trouve adapté à l'étude des polyphénols, donc de tous les couples redox qui existent là-dedans. Avec l'avantage que ce type de setup-là, par rapport à un spectrophotométrie classique, par exemple, ne demande pas du tout de centrifugation, de dilution, de calibration de l'électrode par rapport, par exemple, à des autres types de isopotométriques, parce que ce sont des électrodes précalibrées et chaque fois on change d'électrode, donc on retombe sous les mêmes calibrations de départ. Donc si on revient à cette idée de facteur d'oxydabilité en tant que gestion des choses qui sont dans le raisin, donc tout ça qui vient de raisin, qu'on essaie de garder d'une certaine manière, mais aussi de modéliser dans la vinification. Après, tous les suivis, vinification, élevage, la préparation à la mise aussi, et tout ça, on peut imaginer d'appliquer un truc comme ça, un routine de cave, du moment qu'on a accès à un setup comme ça. Donc, par exemple, nous, on l'a appliqué beaucoup sur une série des raisins, par exemple, des raisins de cépages différents, pour faire du fingerprinting de tout ça qui est oxydable dans ces raisins. En tant que raisin blanc, notamment, on se posait la question d'alors, on peut caractériser la famille des polyphénols facilement oxydables avec ces trucs-là? Oui, on peut créer des gradients, des potentiels, des teneurs en polyphénols facilement oxydables par rapport à ça qu'on mesure dans les raisins différents. Et donc, sur ces raisins-là qui provenaient d'un vignoble expérimental dans le sud de la France, à côté de Nîmes, on a pu créer une petite échelle, une petite classification des raisins qui étaient potentiellement à risque plus élevé d'avoir des matériels facilement oxydables, donc des raisins qui nécessitent probablement à la cave des types de traitements différents par rapport à d'autres raisins qui, dans ces cas-là, ça semble être moins oxydables, moins risque de créer des vents oxydables. Pareil, on a dit, bon, alors, si ça existe, qu'est-ce qu'on peut faire sur les raisins plus oxydables? On peut faire des collages, bien sûr, on peut les faire, souvent on fait des hyperoxygénations, des oxydations maîtrisées. Et souvent, on avance un peu à l'illustration pour se dire, voilà, ça c'est bon, on a enlevé la bonne dose de polyphénol. Là, en tant qu'un outil qui permet de mesurer les choses oxydables sans besoin de centrifugation, à côté d'un système de cube où on a en cours le processus, on peut monitorer ce qui se passe. Et on voit que les choses se passent de manière très différente selon la composition des cépages. Donc ça devient aussi un outil de suivi qui peut être très intéressant au niveau pratique. Vous voyez, par exemple, comme dans le cas d'un Riesling, pour la même dose d'oxygène, on voit un certain type de manière du profil d'évoluer selon la saturation. Pour chaque saturation consommée, on voit une manière différente, une certaine manière d'évoluer. Ça c'est complètement différent dans le chardonnay. Donc, il y a vraiment un intérêt à monitorer en live ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas dire je donne 3 doses d'oxygène, ça va aller. Ce n'est pas forcément ça la réalité des choses. Donc il y a encore une fois un intérêt à mesurer les choses en tant qu'il se passe. Voilà. Donc après, pour faire un petit liste, c'est un outil très versatile, donc on l'utilise maintenant dans une série des cas différents. Là, on a fait un suivi des MOX, donc on voit encore, on part d'un rouge, c'était un grenache qui avait un profil comme ça, et un pinot noir, pardon, qui avait ces des profils, et on suit son évolution jusqu'à arriver à ça qu'on, dans ces cas-là, après on a dit c'est la fin de la MOX, et on peut quand même utiliser cet outil pour faire pour suivre ce type d'évolution, ou pour parler de choses complètement différentes.
pour caractériser les teneurs de polyphénol dans les chips de chêne, donc des produits que normalement on utilise sur certaines applications, et qu'on ne pense pas trop aux polyphénols dans ces cas-là. Mais encore, on voit que les différents produits ils sont plutôt différents en termes de richesse en substrat oxydable et en polyphénol. Donc là, on peut encore une fois obtenir des profils caractéristiques des différents apports qu'on peut mettre. Toujours dans cette logique, si c'est vrai qu'il y a des polyphénols, des tannants qui peuvent être en compétition dans des phénomènes d'oxydation, est-ce qu'on peut les gérer mieux en étant plus sûr qu'on rajoute des choses bien maîtrisées, bien connues? Et pareil, on a fait des suivis de maturité, à côté des indicateurs classiques sucre, acidité, on a commencé à faire des profils polyphénols, à obtenir des valeurs polyphénols, à sélectionner des parcelles par rapport à leurs caractéristiques phénoliques, ou à faire des tests de collage, ou encore à imaginer de gérer des assemblages par rapport à leurs teneurs en polyphénol. Après, pratiquement, on s'est posé un problème. Au laboratoire, maintenant, toute une série de modèles mathématiques qui nous permettent d'extraire d'une courbe comme celle-là que je vais vous montrer des paramètres plutôt parlants, mais après, dans la vie de tous les jours, dans un domaine viticole, c'est pas évident qu'on se met là à l'ordi à faire de la modélisation mathématique sur tous les domaines. Donc on a essayé de créer une interface utilisateur qui permet de passer d'un signal complexe, donc des données brutes que nous avons avec ces types d'outils-là, à des valeurs parlantes, des valeurs analogiques, des valeurs qu'on peut relier, on peut rentrer dans cette logique d'oxydabilité, de toute manière, des valeurs qui parlent aux producteurs. Donc là, on a créé ce qu'on appelle une interface utilisateur. Donc pratiquement, finalement, on part de l'analyse elle-même, on obtient le fingerprint électrochimique dont je parlais avant. Après, on télécharge les données sur cette interface web où l'interface il contient tous les types de calibration et de modélisation mathématique qu'on a fait au laboratoire. Et aujourd'hui, on arrive à extraire 3 indices qu'on trouve plus ou moins pertinents. Encore une fois, ce n'est pas parfait, mais ça permet quand même d'avoir 3 couches d'informations intéressantes selon les différentes étapes de la vinification. Donc, des indices décomposés facilement oxydables. Donc, tout ça, donc je parlais avant, par exemple, de l'exemple des raisins, ça peut permettre de classifier ou de caractériser certaines procédures ou certaines matières premières par rapport à ça. Et après, des indices un peu plus classiques, si vous voulez, donc de valeurs de polyphénols totaux, exprimés comme des grands paramètres d'équivalent gallique acide, ou des tannants précipitables. Donc, dans cette démarche, encore une fois, d'utiliser, de générer certains outils aussi pour préconiser, pour prévoir le comportement des vins, on a aussi utilisé cette technique dans une étude sur la réactivité des différents vins blancs vis-à-vis de l'oxygène, donc des tests de consommation, la capacité d'incorporer l'oxygène. Sous des vins du commerce, des cépages différents, on a vu qu'on pouvait grouper le vin dans des catégories par rapport à leur vitesse de consommation d'oxygène. Et on a commencé à construire une base de données de quel type de profil voltamique correspond à l'oxydation dans ce type de vins différents. Et donc vous voyez qu'on peut quand même caractériser, on peut retrouver des éléments en commun dans le profil, si vous voulez, un fingerprint d'oxydation dans ce cas-là, qu'on peut générer, on peut observer dans des vins plus réactifs à l'oxygène, vis-à-vis des autres types de vins moins réactifs à l'oxygène, qui notamment il manque d'un certain niveau de signal dans cette partie initiale d'un voltamogramme, et après ils ont une dose plutôt marquée dans cette deuxième partie, lorsque l'autre profil de vin plus réactif à l'oxygène, c'est nettement différent. Aujourd'hui, on commence à être capable de profiler tout ça, de le mettre dans une base de données et croiser ces observations avec les autres observations plutôt liées au comportement du vin dans des études d'oxydation. Tout ça, petit à petit, nous permet d'avancer dans la création d'outils qui peuvent être utilisés pour préconiser l'évolution de vin, dans ces cas-là, notamment dans le vin blanc. Donc on revient encore sur une conclusion qui est peut-être pas nécessaire, mais ça reste un phénomène complexe. On fait des choses qui ne sont pas forcément parfaites, mais permettent petit à petit d'avancer dans la connaissance, avec cette idée en tête, finalement, de préconiser la sélection des matières premières, la vinification et finalement le dosage de tout ça comme à la carte pour arriver à détailler mieux les caractéristiques du vin et vous avez la capacité de réagir avec l'oxygène. Et donc voilà.